Google, ils sont trop en avance pour être rattrapés. Même si OpenAI, t'as l'impression là qu'ils sont en train de rattraper et qu'en termes de tech, ils sont meilleurs. C'est plus en termes de stratégie. Les gens ont peur quand même d'intelligence artificielle. On voit une vidéo du patron en train de leur demander de cliquer sur un lien, de s'inscrire. Personne va se douter que c'est du phishing, tu vois. Les monteurs sont morts, les IA vont les remplacer. Et maintenant, tous les outils sont en mode genre, gagnez du temps sur vos montages. Ce week-end, tu combats contre un Américain. T'as 100 combats en vidéo de lui. Tu les mets dans le modèle et il va sortir toutes les informations sur ce qui s'est passé. Fais gaffe, lui, s'il te met un uppercut, t'es mort. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Almost Human. Après avoir accompagné des entrepreneurs et des chercheurs, on a eu beaucoup d'aspects techniques, etc. Et je pense qu'il manquait aussi la partie média. Et du coup, après avoir rencontré Ilyes sur les punks du web, j'ai décidé de l'inviter. Bonjour Ilyes, comment tu vas ? Bonjour, merci pour l'invitation, je suis très content d'être là. Avec plaisir. Au-delà de juste rencontrer Ilyes sur les punks du web, j'ai vu que tu avais revu IA. Et que tu avais un blog avec tout un aspect média et que tu faisais ça depuis un moment, avant l'explosion de ChatGPT, etc. Et j'aimerais bien que tu te présentes et tu présentes ton projet, qu'on comprenne un peu pourquoi tu fais ça depuis si longtemps. Super, donc je m'appelle Ilyes Talbi, j'ai 24 ans, je suis ingénieur en intelligence artificielle de formation et je me suis spécialisé un peu plus sur l'aspect vision par ordinateur. Donc c'est de l'intelligence artificielle mais dans laquelle les données qu'on traite, c'est des images et des vidéos. J'ai travaillé sur plusieurs projets, notamment dans le sport et dans l'industrie. Et je suis l'auteur, donc, comme tu as dit, de la revue IA, qui est aujourd'hui un des médias français de référence sur l'intelligence artificielle et la data science. Je l'ai fondé il y a 4 ans. Je peux te raconter un petit peu l'histoire. Vas-y, du grave chaud. pourquoi, du comment. En fait, à ce moment-là, j'étais étudiant. Donc moi-même, je n'avais pas la prétention de savoir ce qu'était l'intelligence artificielle. Par contre, je savais ce qu'était pas l'intelligence artificielle. Et je savais que c'était pas la vision qu'on avait en fait dans les médias mainstream. À l'époque, en fait, tu avais deux clans. Tu avais Monsieur Tout le Monde pour qui l'intelligence artificielle c'était Terminator et La les mort. robots tueurs qui allaient prendre le contrôle de l'humanité. Et tu avais la vision du chef d'entreprise pour qui l'IA c'était un peu une baguette magique, une machine dans laquelle tu mettais des données en entrée. Il y avait un petit processing à l'intérieur qu'on ne comprenait pas trop et à l'extérieur, il y a du cash qui sort Ouais, c'est trop ça. à récupérer. Et en plus, les médias mainstream aidaient pas parce que tous les articles qui étaient proposés étaient assez catastrophiques. Vous allez vous faire remplacer ou comment une IA va vous voler votre job, etc. Voilà. Et même encore aujourd'hui, hein, c'est hallucinant. Ouais, aujourd'hui, en fait, il y a peut-être un peu plus de contenu de qualité, mais il est noyé dans la masse d'informations et donc c'est un peu c'est compliqué de faire, de trier. Sachant qu'à l'époque, c'était vraiment un des seuls médias spécialisés sur l'intelligence artificielle. D'accord. En français en tout cas. Au niveau distribution, ça se présente sur un site, c'est un blog, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est un site. Après, il y a un channel Discord aussi dans lequel on discute un peu plus des actualités, de ce qui se passe. Et c'est vrai qu'au tout début, c'était surtout de la vulgarisation, donc expliquer comment est-ce que l'IA intervient au quotidien, donc Ok. Surtout sur les réseaux sociaux. Et en fait, une de mes grandes, c'est pas moi qui ai inventé cette théorie, mais un des grands messages que je tentais de faire passer, c'était que le vrai danger de l'intelligence artificielle, c'est pas Terminator, c'est plutôt les IA qu'on a sur les réseaux sociaux qu'on utilise. L'IA de Facebook, l'IA de TikTok, toutes ces IA-là, elles sont dangereuses en fait. C'est plutôt ça, ouais. Voilà, et On a l'impression que le danger est loin, mais il est déjà dans la poche. c'est ça, c'est que c'est déjà dans la poche et je parle de problèmes d'un point de vue mathématique aussi. C'est que par exemple, j'ai vulgarisé le problème de fixation sur YouTube. En fait, c'est que si on va le modéliser par un jeu. Donc tu as Ok. 2 urnes, une urne avec des boules rouges, une urne avec des boules bleues. Ok. On va dire que les boules rouges, c'est des vidéos plutôt politiques de gauche et les boules bleues, c'est plutôt politique de droite. Ok. Et quand tu tires une des boules, toi, tu sais pas exactement. En fait, tu tires une urne au hasard au tout début. Tu sais pas à quoi ça correspond. Et ça va te donner, donc, si c'est une boule bleue, bah, tu remets 2 boules bleues dans ton urne. Et au fur et à mesure, plus tu vas consommer du contenu bleu, donc de droite,
plus tu vas avoir du contenu extrême sur ces sujets-là. Et en fait, quand tu regardes mathématiquement, comment ça se modélise? Ça se modélise par une probabilité de regarder un contenu politique de droite qui va tendre vers un. Ouais, c'est-à-dire que quand, par exemple, on parle d'un jeu vidéo, on s'en fout parce que si tu dis que tu aimes bien tel jeu vidéo, on te donne plus de tel jeu vidéo, mais ça marche aussi en politique où Voilà. du coup, il n'y a pas du tout de parité, c'est juste, bah, tu consommes à droite, tu as de plus en plus de droite et de plus en plus droite. Voilà, et donc les gens de droite vont aller dans l'extrême à droite, les gens de gauche vont aller dans l'extrême à gauche. Et ça, le risque à long terme, c'est de créer une société toujours plus polarisée, en fait. Ok. C'est ça. Alors, YouTube a été puni pour ça. D'accord. Et donc, ils ont corrigé leur algorithme par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, ils sont obligés de mettre du contenu un peu plus diversifié. Sur la thématique politique. Voilà. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même un grand décalage entre les régulateurs, les gens qui doivent faire les lois, et le monde de l'intelligence artificielle, D'accord. comme il évolue. Et tu vois, enfin, les régulateurs ne savent pas en fait ce qui se passe et ne savent pas vraiment c'est quoi les dangers. Voilà, moi j'ai sorti un post il n'y a pas très longtemps sur le lien entre TikTok et les émeutes qu'il y a eu. Ok. Alors c'est un post qui n'est pas politique du tout, mais c'est juste j'essayais de comprendre en quoi TikTok ça a alimenté en fait, c'est devenu une compétition entre... Mais que ce soit en France, si je dis pas de bêtises, ou que ce soit aux US où il y a eu les émeutes où ils disaient de raid certains, je sais pas, certains Zara, certains H&M dans telle ville. Et quand il y a le TikTok qui passait dans le feed, en fait tous les gens se ramenaient parce qu'il y avait le TikTok en ce moment, etc. Ouais. Et je pense que ça a été exactement pareil pour la France avec... Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, et en plus, t'as, comme les gens qui sont dans un même quartier, souvent, ils ont les mêmes centres d'intérêt, ils se fréquentent beaucoup, ils se suivent entre eux, et donc ils vont être dans le même cluster pour l'algorithme de TikTok. Et tout le contenu qu'ils vont consommer, ça va être le même contenu. Et du coup, eux, ils auront l'impression que 90% du contenu, c'est les émeutes, parce que en fait, 90% de leur cercle a du contenu d'émeutes, et du coup, ça engrange vraiment... Voilà, du communautarisme, quoi. Et c'est assez fou de voir comment, en regardant le feed d'une personne, tu peux comprendre, en fait, tu peux connaître un petit peu ce qu'elle aime, ses centres d'intérêt, son caractère. Le plus choquant, c'est sur Netflix. Moi, j'ai ma sœur qui adore les K-dramas, et quand j'ouvre son Netflix, c'est que ça. Et c'est vraiment, c'est assez fou de voir à quel point c'est polarisé, quoi. Ok, trop bien. Ouais. Et donc ça, c'était ma première, je vais pas dire théorie, parce que c'est pas moi qui l'a inventé. Il y a Stuart Russell, par exemple, aux États-Unis. Il parle souvent de ce sujet-là. Et d'ailleurs, il vient souvent à Paris pour faire des conférences. C'est toujours très pertinent. Et justement, il parle des vrais dangers de l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a une autre partie, d'autres sujets sur lesquels que je traite pas mal, c'est l'aspect un peu biais des modèles d'intelligence artificielle. Ça, c'est assez dangereux aussi. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Du coup, avec ton aspect technique de profession, je vais dire, hein, et ta volonté vraiment d'avoir un média où tu peux vulgariser et partager, tu as une espèce de responsabilité aussi sur les épaules de toi ne pas être biaisé par ta manière de traiter les infos, etc. Comment tu fais avec la masse d'infos qui t'arrive pour savoir comment faire ton article? Enfin, c'est quoi ton process en gros pour créer du contenu IA dans la masse de fake news, dans la masse d'actu qui tombe toutes les heures? Alors moi, comme c'est vrai que c'est du contenu qui est pas mal orienté technique, au final, c'est des choses qui sont assez factuelles. Quand je vais vulgariser un algorithme, j'ai pas d'avis en fait, j'ai pas d'avis à donner sur le sujet. Je vais simplement expliquer comment ça fonctionne. Et aussi, franchement, j'ai aucun process, pour être tout à fait honnête. Au tout début, en fait, c'est vrai qu'il y a une responsabilité, mais la responsabilité, elle est venue à partir du moment où mes articles commençaient à être lus. Oui, c'est sûr. Au tout début, quand je me lance, c'est mes parents qui lisent les articles et ils lisent juste pour me faire plaisir, quoi. Pour relire les fautes. Ouais, aussi, oui. Et c'était moi, en fait, pourquoi je l'ai lancé au tout début, la raison un peu cachée dont je parle pas souvent, c'est vraiment pour apprendre moi-même, en fait, sur ce sujet-là. Parce que je trouve que la meilleure façon d'apprendre un sujet,
c'est d'essayer de l'expliquer à quelqu'un. Ah, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais franchement, Ouais. 200%. Et raison cachée aussi de mon TikTok, de prendre un TikTok où je crée du contenu sur l'IA, c'est me dire, si je dois sortir 3 vidéos par jour sur l'IA, en fait, il faut que je consomme 50 articles d'IA par jour. Du coup, je vais Ouais. forcément me former à l'IA parce que je sens que le sujet va être fort, tu vois. Oui. C'était aussi un commit de ma part en me disant, l'IA va être fort, comment est-ce que je peux faire pour m'obliger à me former sur ce sujet? Bah, du coup, j'ai créé un compte TikTok sur ce sujet-là, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. En fait, je Ouais. pense qu'on a la même démarche avec. Toi, tu l'as fait il y a 4 ans, j'ai fait il y a 4 mois. Mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Et, euh, et après, derrière, bah, à partir du moment où le contenu a commencé à être consommé de plus en plus, et quand j'ai vu que quand même, en fait, sur les aspects techniques de l'intelligence artificielle, la plupart du contenu est en anglais. Ouais. Il y a vraiment très très peu d'articles en français. Et en fait, parce qu'à un moment, j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, est-ce que ce serait pas pertinent de moi aussi passer à l'anglais, parce que ça me permettrait d'avoir un reach beaucoup plus grand. Et au final, je me suis dit que non, en fait, j'avais envie de le faire en français, donc je ferai du contenu en anglais, mais ce sera en plus, quoi. Soit des articles traduits, soit des articles que je créerai sur Medium ou quoi, mais vraiment en tant que bonus, quoi. Ouais, je suis grave d'accord. Et puis, en fait, il y a une espèce de bonus caché à rester français, c'est que t'as forcément un unfair advantage, Ouais. parce que bah, toi, si tu es capable de parler anglais, tu vas forcément devenir le portail de plein de personnes. En plus de ça, si tu es capable de parler anglais et technique, tu vas avoir accès à beaucoup d'informations qui ne sont pas disponibles en français. Ouais. Et puis aussi, tu as cet aspect de, putain, le gars, il est tellement chaud, il pourrait faire en anglais, mais il a décidé de rester avec nous, Ouais. les Français, pour nous aider. Et je Mm. trouve que ça, la France le rend bien aux personnes qui font cet effort-là de mettre la communauté francophone, en tout cas, d'abord, hein. Oui. Parce qu'on n'est pas toujours aussi bien servi. On dit toujours qu'on a 3 ans de retard sur les US. Et Ouais. je trouve que c'est Peut-être avec des même un peu démarches plus, comme je ça crois. que. Ouais, plus. Ouais. C'est pour Sur les thèmes. l'entrepreneuriat, par exemple, Ouais, c'est sûr. c'est plus. Ouais. Mais je pense que du coup, c'est bon d'avoir des démarches comme ça parce que ça nous permet de réduire ce retard au moins. Tu Oui, voilà, exactement, c'est ça. Et donc, bah, moi, après, c'est le travail, enfin, mon travail de veille que je vais faire, parce que vraiment, mon unfair advantage, si je devais en avoir un, c'est vraiment le fait d'être au courant de tout ce qui se passe avant tout le monde. vois. Ouais. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui sort, OpenAI avant-hier, alors on est le 24, on est le 24 ou le 25? Je 25 août. vérifie. Oui, qu'on Ouais. te donne la date parce que ce sera publié dans un mois. On est le 25 août là. Voilà. Donc, OpenAI, le 23, sort une nouvelle feature, ce qui permet de fine-tuner GPT 3.5. Trop bien. Et moi, 2 heures après, il y a un article sur la revue IA Trop fort. Ouais, j'ai qui fait. montre, c'est un tutoriel en fait, qui montre aux gens comment le faire. Et je pense que c'est ça sur lequel je dois travailler. Et c'est vrai que avoir ChatGPT à ses côtés, ça aide quand même pas mal. Tu dis que tu n'as pas de process pour choisir et créer, etc. Donc tu prends des choses techniques et que tu t'émancipes un petit peu de ce côté responsabilisant et biais cognitif que tu pourras avoir personnellement en faisant du technique factuel. Ça, c'est très Ouais. cool. Mais du coup, comment tu fais pour avoir cet unfair advantage de savoir tout de suite? Tu as des automatisations sur des flux RSS où tu te dis, ça, moi j'ai une notif WhatsApp qui arrive quand OpenAI vient de sortir un truc. Tu t'es mis en place des systèmes de veille automatique. Fais Alors comment? non, ça je suis en train de le construire justement. Mais à la base, le principe, c'est juste de suivre les bonnes personnes. Ok. Un truc simple, tu veux savoir ce que OpenAI fait, bah, tu suis leur compte LinkedIn, tu suis leur newsletter Hmm. et tu vas le recevoir. Après, c'est vrai que parfois, tu es un peu submergé par la quantité d'informations. Mais ma stratégie, c'est vraiment de prendre sur chaque outil, chaque réseau social, une liste de 10-15 personnes maximum à suivre, qui donnent un peu les insights, qui sont toujours au courant justement de ce qui se passe en premier. Et c'est ça qui me permet Ok. de rester au courant. Mais Donc la forcément, solution, c'est 10 heures de temps d'écran, quoi. ouais, 10 heures de temps d'écran ou alors des notifications. Et en fait, quand je reçois une notification OpenAI, bah, c'est Hmm. direct. Je Ouais. direct Tu pour, craftes ton feed pour avoir vraiment les choses importantes. Ok. voilà. Parce qu'en fait aussi, là, tu rentres sur un réseau social comme LinkedIn. LinkedIn, j'aime bien créer du contenu pour LinkedIn, mais j'ai du mal à consommer du contenu. Ouais. C'est un peu, enfin, il faut faire le tri. Et donc je mets pour les créateurs qui m'intéressent,
je mets les notifications et voilà, Ok. ça fait le travail. Et moi, je me dis que justement, comme il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi pour le fait de leur délivrer l'information avant tout le monde, je fais en sorte que même en vacances, dès qu'il y a une info, je suis dessus. Trop fort. Eh ben bravo. Revue IA, du coup, ça fait 4 ans, c'est ça que Ouais, tu es un peu dessus? plus de 4 Un peu ans. plus de 4 ans. 4 ans et demi. Et c'est quoi les échelles, je sais pas, le nombre d'abonnés à la newsletter ou le nombre de visiteurs, si ça te dérange pas de les Ouais. partager, juste qu'on comprenne un peu. Ouais, alors la newsletter, c'est pas. J'écris de temps en temps et j'ai pas de capture sur mon site, donc c'est pas un truc sur lequel Ok. je travaille. C'est pour te dire qu'il y a vraiment zéro process. Parce que à la base, je suis pas un créateur C'est de pas grave. contenu, T'es un je suis ingénieur devenu. IA. Voilà, je le suis devenu malgré moi. Mais sinon, sur mon compte LinkedIn, je crois qu'il doit avoir 4300 abonnés, quelque chose comme ça. Et en termes de visiteurs sur la revue IA, on est autour des 25 000 vues par mois, quoi. Trop bien quand même, Ouais. sur un sujet très niche quand même, Ouais. et un traitement technique, et donc Ouais. t'es quand même vraiment Oui, dans non, un funnel. non, c'est assez C'est bien et trop bien. ça progresse vite. Ça croît assez vite maintenant parce que l'intelligence artificielle commence à devenir mainstream. Mais d'un autre côté, moi, là sur la revue IA, je suis dans une optique complètement différente. Je suis plus en mode c'est mon portfolio. Quand je dois négocier avec un client pour une mission freelance ou quoi, c'est quelque chose que je vais lui montrer directement, pour qu'il voit D'accord. mon sérieux, qu'il voit que je suis impliqué sur le sujet, que surtout ça fait longtemps que je travaille dessus. Je suis pas sorti avec ChatGPT. Ouais. Et donc, parce qu'en fait, moi je me dis aujourd'hui, sur notre façon de consommer du contenu et d'apprendre, ça va être très différent avec les modèles de langage. Tu vas poser ta question à ChatGPT, il va te donner la réponse. Et en fait, c'est un peu. Google, par exemple, ils vont avoir un gros sujet sur lequel travailler. C'est un peu un dilemme pour les créateurs, parce que les créateurs, ils vont devoir créer du contenu pour Google, pour que son IA puisse avoir accès aux dernières informations. Mais en même temps, si l'information elle est directement disponible dans l'IA et que l'utilisateur n'a pas besoin de cliquer sur le site, bah comment est-ce que ça a de l'intérêt? Je peux connaître le score du match du PSG sans me rendre sur le site de l'équipe, Hmm. alors que l'information vient du site de l'équipe, tu vois. Ouais. Et donc la question, c'est de savoir comment est-ce que Google va gérer ça. Donc là, ils sont en train de travailler en France, ils sont en train de travailler avec l'AFP, l'agence France Presse, Ouais. pour voir un modèle de rémunération des créateurs d'articles D'articles, ok. sur Internet. Qui du coup nourrissent les IA. Ouais, parce que je viens de Ouais. voir passer aussi un post sur LinkedIn qui donnait l'aspect tech et le nom du crawler bot de OpenAI, pour que si jamais tu veuilles, toi, en tant que blogueur, etc., tu peux bannir le crawler bot de OpenAI pour que tes infos à toi de ton blog, elles ne soient pas partagées Ok. sur ChatGPT, etc. D'accord, ok. Pour Ouais, le je faire en comprends. gros dans l'aspect technique, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas envie de faire du contenu pour se le faire piquer par OpenAI et avoir cette problématique. Ouais. Et mon père il me disait, mais putain, mais tu te rends compte, t'as même pas besoin de te souvenir de la date de mort de Napoléon, tu l'as sur internet. Et aujourd'hui, au-delà des choses factuelles qu'on avait sur internet, maintenant on a les réponses d'un plus haut niveau qui sont Ouais. dispo sur l'IA. Donc en fait, on va plus avoir besoin vraiment facultés cognitives personnelles, vu qu'on l'aura dans la poche. Ouais, bah ça peut être aussi un danger, hein, c'est que, Ouais, après, bon, je pense que les gens se réinventent. L'être humain est capable de se réinventer tout le temps. entièrement d'accord. Et, euh, et Google, c'est vrai qu'à la base, c'est pas quelque chose de naturel. Le plus naturel, c'est justement d'avoir les réponses comme ça, de façon, Ouais. comme ce que OpenAI Mais c'est vrai que là, avec propose. Google, ils vont devoir vraiment changer quelque chose, parce qu'avant, ils ne répondaient qu'aux choses factuelles pour avoir des dates et référencer des créateurs qui, eux, ont des informations factuelles. Ouais. Et là, maintenant, il va falloir répondre à d'autres questions, parce que les gens, ils posent beaucoup d'autres questions. Je crois qu'il y a Ouais. 1,8 milliard de visiteurs sur ChatGPT, là, les derniers mois. Ouais. Enfin, c'est hallucinant. Mais un truc aussi, je pense, ma grande théorie, c'est que Google va rester numéro un sur le search. Tout le monde n'est pas d'accord, mais pour moi, Google, ils sont trop en avance pour être rattrapés. Même si OpenAI, tu as l'impression là qu'ils sont en train de rattraper et qu'en termes de tech, ils sont meilleurs. Mais c'est plus en termes de stratégie, parce qu'ils sont plus agiles et que Sam Altman est Très fort. très talentueux en fait.
c'est impressionnant en termes de stratégie. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Mais Google, dis-toi que les Transformers, l'algo, le modèle, enfin, c'est une architecture de réseau de neurones qui a entraîné tous les modèles GPT. Ok, Il a été proposé par Google en 2017, il y a 6 ans. d'accord. Et donc, je pense que 6 ans, c'est à peu près l'avance que Google doit avoir Sur les sur le autres. reste des gens. Je sais pas, après, je sais pas trop Meta. C'est vrai que Meta, ils sont très intéressants aussi. Je suis Mais, beaucoup Yann LeCun sur ouais, LinkedIn et ils partagent tous les. Ils sont. Je crois qu'ils ont dit que Meta c'était vraiment les premiers acteurs de l'open l'open source source, ouais. parce que vraiment ils déblatèrent Ouais. des modèles de puissance Est-ce que tu incroyables, as des vu trucs de mon test. post sur ça? Non, j'ai pas vu ton post. Parce que ma grande fierté là, Vas-y, fonce. du mois d'août, c'est que Yann Lequin et l'entreprise Meta ont liké mon post Waouh, sur LinkedIn. le Et donc ça, je l'ai monsieur, ajouté pardon. je l'ai ajouté sur le CV. En fait, j'ai fait un post avec une liste d'outils open source qui ont été proposés par Meta. Et c'est assez impressionnant parce qu'en fait, c'est un peu l'entreprise que les gens aiment pas. Ouais. Parce qu'ils volent nos données, enfin, ils font plein de choses Ou que les pas gens bien. attendaient pas dans l'IA aussi. T'avais Ouais, vraiment l'impression que c'était genre Microsoft contre Google, contre ChatGPT, avec ouais, peut-être un peu d'Elon Musk qui vient faire sa poudre avec X, oui. etc. Et puis là, t'as Meta qui est en mode genre, en fait, non, on vient de donner genre ça de valeur, genre. Bah, en fait, le truc, c'est que Meta, c'est un peu comme Google, tout le monde l'utilise. Même ma mère, par exemple, elle aime bien, sa grande fierté, c'est qu'elle n'a pas Facebook, mais elle utilise WhatsApp. Et en fait, tout le monde utilise des produits Meta. Et en fait, on s'est pas mal moqué d'eux avec le Metaverse. L'année dernière, ils sont encore en train de travailler sur le sujet, mais c'est vrai qu'au final, entre l'investissement de départ et le résultat au final, c'est vrai que c'était assez décevant. Mais en fait, ce que je dis moi, c'est que le métaverse leur a permis de passer un cap sur le sujet d'intelligence artificielle. Parce que tu dois Ouais. créer des interactions humaines qui sont les plus fidèles possibles. Et donc, ils ont avancé sur le clonage de voix, ils ont avancé sur la création d'images, ils ont avancé sur la segmentation aussi. C'est quand tu as une photo, de séparer Ouais, ça chacun c'était. des éléments de la photo avec SAM, Segment Anything Model. Hmm. Et ça, c'est vraiment le modèle de référence sur la segmentation d'images. Et aussi, en fait, leur travail, c'est vraiment de proposer des modèles qui, dans le langage, sont capables de comprendre toutes les langues. Donc, ils avaient commencé avec un modèle qui s'appelle NLLB, je crois, No Language Ah oui, c'est Left ça. Behind. Left Behind, oui. Voilà. Là, récemment, ils ont sorti un nouveau modèle de traduction multimodale. Donc, tu peux rentrer des données de tout type Ok. dans lesquelles il y a du texte. Donc, je crois que pour l'instant, c'est audio, vidéo, mais après, je pense que tu pourras mettre des images ou des PDF, quoi, D'accord. et pouvoir les traduire d'une langue à une autre de façon instantanée. Fluide. Et en fait, c'est impressionnant parce qu'ils ont, je sais plus les chiffres exactement, mais c'est de l'ordre enfin 150 ou 200 langues. Je savais même pas qu'il y en avait autant. Enfin si, en fait, il y en a des milliers des langues parce qu'il y a aussi les dialectes. Mais je crois qu'il y a 200 langues qui sont gérées par leur modèle. Est-ce que c'est pas beaucoup plus? Je sais plus. Ah, je sais pas J'ai du pas tout. les chiffres, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Donc, ils sont en train de s'imposer comme une référence sur pas mal de sujets d'intelligence artificielle. Ouais, j'ai vu vraiment passer ce truc-là de SAM, de segmentation. C'est hallucinant pour ceux qui n'ont pas vu. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est vraiment d'avoir une image pas avec une fleur et un background et un seau à côté, et de pouvoir juste mettre sa souris sur le seau et que tu te dises genre bah, cette forme-là c'est un seau. Et de Ouais. vraiment faire de la segmentation via les pixels et de pouvoir ensuite on imagine les applications, de pouvoir genre détecter dans une image tout ce qu'il y a, de pouvoir détourer, Ouais. de pouvoir le réutiliser n'importe où. Enfin, c'est hallucinant de juste Ouais. te dire sur une photo, il va segmenter tout ce qui n'est pas les mêmes choses et ensuite il va pouvoir ensuite les détecter parce que quand on file une image à genre Midjourney, il te dit qu'est-ce qu'il voit, quel est le prompt qu'il imagine. Donc il y Ouais. a des trucs image vers texte aussi quoi. C'est exactement ça. Et en fait, ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle un modèle zero shot.
Donc ça veut dire qu'il peut, même sur un objet qu'il n'a jamais vu, il peut le détecter. Il peut faire le contouring de l'objet. Et après, derrière, pour les créateurs, par exemple, dans les créateurs de publicité ou la création artistique. Je t'interromps parce que zéro shot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de pré-entraînement. Si, il y a un entraînement, il y a toujours un entraînement, mais dans sa base de données, il n'a pas vu forcément tous les objets, donc peut-être qu'il n'y aura pas de bouteille d'eau, mais malgré ça, il sera capable de détecter la bouteille d'eau quand il la verra. Il va comprendre que c'est un objet en fait. D'accord. En fait, c'est plus que comprendre les objets indépendamment, il a compris la notion d'objet. D'accord. C'est ça qui est fort. Et donc, au niveau des applications, dans la création artistique par exemple, ou dans l'architecture, tu prends en photo une chambre et tu dis tiens, ce lit-là, je veux le virer, je veux rajouter celui-là plutôt. Et quand tu associes ça à des approches type ce qu'on a dans l'intelligence artificielle générative aujourd'hui, tu peux avoir des résultats qui sont assez exceptionnels. Sachant que dans l'industrie aussi, c'est pas mal utilisé. Quand aujourd'hui, Amazon, ils ont des chaînes de production qui sont complètement automatisées. Et donc, tu vas avoir pour le contrôle qualité, ils montraient un exemple, je crois que c'était à Vivatech, j'étais allé l'année dernière, et ils montraient sur leur chaîne de production, tu as des gourdes qui sont les gourdes qui sortent de la chaîne de production. Et en fait, tu vas avoir une caméra qui va regarder pour essayer de segmenter la gourde et voir si sur chaque partie, est-ce qu'il y a un défaut ou pas. Et en fait, ils regardent ça en 3D, donc ils savent exactement si la gourde est conforme ou non. Et ça, c'est assez impressionnant parce qu'avant, ce qu'on avait, c'était juste des méthodes statistiques. C'est que sur 1000 gourdes qui ont été produites, on va en prendre 10, on va regarder c'est quoi leurs défauts. Et derrière, on va décider si la production est conforme ou pas. Mais là, c'est vraiment à l'échelle de l'objet. Voilà. Dingue. Ouais. J'ai vu passer un post LinkedIn, ça fera la transition, qui dit que 15% des startups de l'IA en France sont sur la santé. Et juste avant de démarrer, tu m'as dit que toi, tu étais de l'IA dans le sport. Ouais. Et dans le sport et la santé, tout ça. C'est-à-dire, tu as fait de l'IA dans le sport. On n'imagine pas les applications, en tout cas moi j'imagine pas les applications comme ça instantanément. En fait, quand je dis que j'ai fait de l'IA dans le sport, on parle du film Moneyball. Ok. Je sais pas si tu te souviens, c'est 2006 je crois. J'ai dû voir des extraits sur TikTok. Sûrement. C'est une équipe de baseball qui est entraînée, qui a un directeur sportif qui est orienté stats et il recrute un mathématicien de Princeton. Qui lui fait un algo pour décider si une personne s'il faut recruter une personne ou pas. Et en fait, il mise sur les joueurs qui sont des outsiders. Donc, ils ont quelque chose qui n'intéresse pas les autres équipes. Soit ils ont été blessés pendant longtemps, soit ils sont trop âgés, soit ils ont des problèmes physiquement, des choses qui n'intéressent pas les autres équipes. Et lui, il regarde si dans les datas, si c'est cohérent ou pas de recruter cette personne-là. Et donc, on parle souvent de ce film-là, mais sauf que ce film-là, il montre des méthodes statistiques qui étaient utilisées aux États-Unis dans les années 90, quoi. D'accord. Et donc, aujourd'hui, on commence en France, sur les méthodes statistiques de ce genre-là. Je pense que toutes les équipes en font quand même un minimum, mais quand je parle des clubs de foot. Mais on a encore du travail. Paradoxalement, on a des startups qui sont super intéressantes sur le sujet, donc Footovision et Skill Corner notamment sur le sujet foot. Quand tu dis on a en France. En France, ok. Ouais. C'est pas moi qui les ai. Et donc Footovision et Skill Corner, qu'est-ce qu'ils font? C'est de la vision par ordinateur pour détecter ce qui se passe sur le terrain, donc détecter les positions des joueurs, détecter les positions du ballon. Et à partir de ça, ils vont sortir des métriques plus performantes sur l'analyse de performance des joueurs. Donc par exemple, sur les passes, la métrique qui était la plus répandue, c'était le pourcentage de passes réussies. Ce joueur-là, sur 100 passes, il y a 85 passes qui arrivent chez un coéquipier de son équipe. Et le reste, elles sont perdues et donc ce n'est pas des bonnes passes. Et donc on sortait un pourcentage. Mais par contre, Skill Corner, maintenant ce qu'ils peuvent faire avec leurs données, comme ils ont les données de position des joueurs, ils ont les données de position du ballon, ils peuvent te dire, ok, d'accord, il a 85% de passes, par contre il fait tout le temps des passes en retrait et tout le temps des passes de 2 mètres.
Mais il pourrait même te dire, genre, avec un tel, c'est 82, avec un tel, c'est 90. Oui. Ah putain, c'est Voilà, ils dingue. peuvent trouver des réseaux de passes. Et en fait, bon, Footovision, il y a une différence entre les deux startups. Footovision, je crois qu'ils font de la vision par ordinateur sur des données qui sont des données vidéo qui sont beaucoup plus performantes et où il y a toutes les informations. Mais Skill Corner, leur prouesse, c'est d'avoir réussi à faire de la vision par ordinateur sur le broadcast, en fait, sur ce Sur qui le est flux live. retransmis à la télé. Incroyable. Ouais. Et donc, après, ils n'ont pas toutes les informations forcément, parce que des fois, tu ne vois pas tous les joueurs. Mais ils arrivent à avoir des informations à 99% qui collent avec la réalité. Donc si je récapitule pour essayer de comprendre, et tu m'arrêtes si je me trompe, il y a de la segmentation qui est faite sur une vidéo, que ce soit en live ou en arrêt. Ça arrive à détecter non seulement que c'est un joueur, Ouais. non seulement quel joueur c'est, non seulement les actions qu'il fait, si c'est un tir ou si c'est une passe, à qui il a fait, etc. Sa position sur le terrain. Et avec toutes ces stats-là, ensuite on peut lui dire, bah là, sur ce match-là, tu as couru tant, tu as fait tant de passes, Ouais, c'est t'as loupé tant de exactement trucs. ça. Et du coup, Ouais. je sais pas, dans ma tête, hein, j'imaginais que genre tu avais 11 mecs en haut avec des carnets qui notaient Neymar, 3 passes loupées, etc. Mais et qui pour venaient l'instant, des analystes à la fin et qui leur disaient ça c'était bien, c'était pas bien, etc. Mais pour l'instant, c'est encore ça qui est fait. Ah d'accord, C'est que c'était t'as comme des ça gens, avant. Au Pakistan, en Inde, jusqu'à maintenant. Ah, je connaissais pas du tout. Jusqu'à maintenant, donc, c'est encore comme ok. ça. Et en fait, ils comptent manuellement le nombre de passes, les buts. À chaque fois qu'il y a un événement, ils le font. Bon, ils doivent avoir des logiciels pour d'accord. faire ça de façon plus simple, mais c'est des gens qui le font. D'accord. Et après, derrière, ils proposent ça sous forme d'API. Ils vendent l'API à l'équipe pour qu'elle les mette dans ses commentaires. Ils vendent l'API à Bein Sport pour qu'elle puisse faire ses stats. Ils vendent l'API au club pour qu'ils puissent analyser aller derrière. sur les joueurs. Et donc aujourd'hui, on est au tout début de l'aspect vision par ordinateur. Et il y a plein de choses qu'on n'arrive pas encore à faire. Hein. Parce que, par exemple, tu as un supporter qui allume une flamme, des fumigènes, Fumée, voilà, ouais. qui allume des fumigènes et tu vois plus une grande partie du terrain. Quoi. Et donc forcément, il y a des choses qui sont encore pas très au point. Ok. Et moi, en fait, le sujet sur lequel j'ai travaillé, là j'ai parlé de foot, mais le foot, j'ai vraiment travaillé rapidement avec une start-up dans le football amateur en tant que freelance. Mais mon sujet principal, c'est celui que j'ai fait à l'INSEP, avec l'équipe de France olympique de boxe. Donc c'est dans le cadre des Jeux de Paris. Ok. Il y avait des subventions qui étaient proposées pour les chercheurs par l'ANR, donc l'Agence nationale de recherche, pour conduire en fait des projets justement d'analyse de performance sur les athlètes. Et donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait ce qu'on appelle l'estimation de pose humaine. Ok. Donc c'est une technologie qui va permettre de détecter les positions des articulations du corps. Ouais, un peu comme en 3D. Mon petit frère, il fait de la 3D et du coup, je vois l'espèce de triangle avec le triangle rouge pour le buste, machin, les corps. C'est exactement ça. D'accord. Sauf que nous, nos flux vidéo, c'était du 2D. D'accord, Et oui. donc sur du 2D, il faut trouver pareil les positions des articulations. Tu as enregistré un match de boxe et ça mouline dans l'ordinateur et ça te génère un espèce de mouvement 3D du corps. Et toi, ça te permet ensuite de faire des analyses. Et derrière, en fait, on va annoter les combats de boxe. Donc on va prendre par exemple 100 combats de boxe. Et sur les 100 combats, on va trouver les moments où il y a des percussions, où il y a des coups. Okay. Et on va isoler la séquence. On va isoler le mouvement qui a été fait pendant ce coup-là. Ensuite, on va rentrer ça dans un réseau de neurones. Okay. On va l'entraîner à détecter ce type d'action. Comme ça, quand on lui redonne une nouvelle vidéo, il sait te montrer exactement tu lui envoies 50 uppercuts et ensuite tu lui donnes une vidéo où il y a un uppercut ou pas d'uppercut et tu attends de voir s'il a détecté si c'en était un. Derrière, en fait, l'objectif, c'est vraiment de lui donner la vidéo du combat. Et que lui, il t'isole les moments où il y a des uppercuts, les moments où il y a des coups droits, des directs du droit. Dingue. Voilà. Et donc ça permet de faire de l'analyse de concurrence. Ce week-end, tu combats contre un Américain. Tu as 100 combats en vidéo de lui. Tu les mets dans le modèle. Et il va sortir toutes les informations sur ce qui s'est passé. Et derrière, tu vas avoir des données sous forme d'un dashboard qui va te dire fais gaffe, lui, s'il te met un uppercut, t'es mort. C'est dingue. Moi, dans ma tête, là, mon cerveau, il est parti totalement ailleurs.
sur le montage vidéo. Il y avait un invité qui s'appelle Svend et qui travaille sur un outil qui s'appelle Clip, qui sélectionne en fonction de la voix, des intonations de la voix, de certains mots-clés, de certains vocabulaires dans un grand podcast. Si par exemple je dis genre wow, mais c'est génial ton truc, et bah tu vois, genre génial c'est super positif, et du coup le clip il sera sélectionné autour du mot génial ou de ce qui s'est passé avant. Et du coup c'est à peu près pareil, genre dans les droits. C'est à peu près pareil. Et en fait tu pourrais faire genre un best-of des coups tu peux de sortir combat une de machin. playlist au final. Après, techniquement, c'est pas encore tout à fait au point forcément. C'est trop bien. En fait, le gros défi, c'est de faire ça en 2D. C'est que sur du 3D, tu peux le faire parce que tu as le mouvement complet de la personne. Mais sur du 2D, tu as des occlusions, parfois l'arbitre va passer Mais devant si le mec boxeur. même juste il tape comme ça, Voilà. tu sais pas si c'est le coude ou le poing. Exactement, Ouais, c'est d'accord. exactement ça. Et donc ça, c'est un gros sujet. En fait, c'est tous les sujets en lien avec la détection de temps fort dans une vidéo, ça va être justement ce que fait Clip là, c'est exactement ça. Moi, après, ça marche pas encore très bien, mais j'avais essayé sur du contenu long d'utiliser les outils qui te permettent de découper ça en short. Ouais, genre Opus Pro, Ouais, je crois que c'était ça. Momento, Munch, il y en a plein. Je crois que c'était Opus Clip. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça marche pas encore très bien en fait. En France, non, en fait, parce que là, je travaille avec deux startups qui font du sous-titrage automatique, tu vois, genre en mode des fois dynamique, des fois pas dynamique. Oui. Et il y a beaucoup de leurs problématiques qui sont sur quels mots sont importants pour quelle langue. Okay. Un exemple concret, c'est la mise automatique d'emoji. Tu vois, par exemple, quand il y a marqué de, le mot DE, l'IA, elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire, et du coup, elle mettait l'emoji croix comme ça. Donc à chaque fois qu'il y avait le déterminant DE, elle mettait l'emoji croix comme ça. Et donc, faut que tu retournes sur le dictionnaire et que tu lui dises non, ça marche pas. Le mot outil, il faut mettre tel truc et pas tel truc, etc. Et en fait, tu crées ton espèce de propre vocabulaire, mais qui du coup dépend de chaque langue. Et notre problème en France, c'est qu'il n'y a pas assez de données et il n'y a pas eu assez de testeurs, ce qui fait que les outils sont pas assez entraînés, ou en tout cas pas assez bien entraînés. Et du coup, ils n'arrivent pas à sélectionner les bons clips, à faire des sous-titres corrects avec la complexité de la langue française, et à mettre les emojis et les animations et les emphases et les temps forts en fonction du truc, parce que la langue, ils la comprennent pas assez correctement. En tout cas, pour le montage vidéo, je parle. Ouais, ok. Ouais, après ça, je pense que c'est juste des barrières technologiques. C'est une question de mois avant que ce soit Ah ouais, mais il faudrait juste que tu aies, 50 monteurs vidéo qui passent une semaine à regarder des podcasts et à dire ça c'était un moment important, ça il fallait mettre tel emoji, ça il fallait faire un zoom, ça il fallait faire un truc. Et tu envoies ça à l'IA, tu l'entraînes avec ça et tu corriges ton truc et t'as un truc nickel, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, ça me fait penser à une idée de start-up là, que j'avais eue. J'avais lancé le projet, mais après, ça n'a pas abouti. C'était un système de annotation de données un peu collaborative, tu vois. Okay. Donc, une entreprise, elle va proposer ses data à annoter, et derrière, tu as des annotateurs qui vont annoter en échange d'une compensation financière. Un peu le Uber de la notation de et quand tu dis annoter, ça veut dire quoi annoter ? Ça veut dire, par exemple, en fait, pour entraîner un modèle qui va détecter des joueurs de foot pendant un match, il te faut plein d'images pendant des matchs dans lesquels tu as encadré en fait, les joueurs. D'accord. Ah oui, donc en fait, quand tu dis annoter, c'est juste... si on reprend l'exemple du foot, le FC Barcelona, il envoie sa vidéo et il demande à 50 mecs qui payent pour 5 centimes la notation. Les gars, ils regardent le match gratuitement et à chaque fois, ils entourent Neymar et ça permet de détecter Neymar. Ouais, voilà. Ok, c'est d'accord. ça. Ouais. Mais Neymar, il est plus au Barça. Je suis pas le foot, pardon. Pas de souci. Et tu as tout cet aspect de création de contenu que moi j'adore dans l'IA. Et ça demande aussi d'être locally relevant avec toutes les langues. Et ça me fait penser que la manière du coup la plus rapide de bypass des entraînements et le modèle, c'est d'avoir quand même l'expertise humaine. Tu vois, genre tu le disais, d'avoir des annotateurs, et puis moi je te disais genre les monteurs ils disent what good looks like en fait vraiment. Et ça me fait penser aussi à
l'épisode avec Véronique, qui est chercheuse en IA, où en fait elle dit garder l'humain dans la boucle. Et quand ils ont fait une IA pour le bridge, ils n'ont pas démarré de rien. Ils ont démarré des 50 meilleurs joueurs de bridge qu'ils ont fait jouer au bridge pendant des semaines contre l'IA. Et ils leur ont tous demandé de s'asseoir devant une feuille et un papier, un papier et un crayon, et d'écrire les meilleurs coups, les meilleurs apprentissages qu'ils ont eus. Tu vois, genre les règles selon eux. Et ils ont déjà donné ça comme base de démarrage des experts. Plutôt que de juste démarrer à jouer genre 1 milliard de parties de bridge, ils leur ont dit, les experts, vous m'écrivez les 10 000 règles les plus importantes selon vous. Comme ça, on démarre déjà avec un niveau de qualité qui est exceptionnel. Ouais, bah ça c'est super important. De toute façon, il y a certains use cases dans le sport. Enfin, au final, ça reste un jeu, quoi. Donc ça va. Ouais, Même s'il y a beaucoup d'argent qui est sur la table, mais au final, il ne peut pas y avoir de mort à cause d'une erreur que l'IA aurait fait. Par contre, dans le médical, il faut faire beaucoup plus attention à ce qu'on fait, aux modèles qu'on entraîne et à leur utilisation derrière. Et donc aujourd'hui, ce qu'on privilégie, c'est plutôt d'avoir des modèles d'intelligence artificielle qui vont assister le médecin. Enfin, par exemple, du diagnostic de cancer, bah, l'IA va juste lui entourer les zones qu'il doit regarder de façon avec plus d'attention, quoi. d'accord. Elle va pas lui dire que ce médecin-là, que ce patient-là a un cancer. Ou alors elle va lui dire avec un taux de probabilité et ça sera à la fin, dans tous les cas, ce sera le médecin qui décidera, quoi. Voilà. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des modèles assez fiables pour pouvoir tout leur mettre dans les mains. Tu passes dans le tube, tu reçois un mail à la fin, vous avez un cancer, vous n'avez pas de cancer, c'est automatique. Ouais, ça serait horrible quand même. Ouais, j'avoue. Et en fait, il y a aussi de l'aspect un peu politique, parce que les gens, qu'on le veuille ou non, les gens ont peur quand même de l'intelligence artificielle. Beaucoup. Beaucoup ont peur d'être remplacés. C'est vrai que quand tu as un peu le mindset entrepreneur, ça te fait pas vraiment peur. Tu sais qu'il y aura toujours des choses à faire, il y aura toujours de l'argent à gagner. Mais quand t'es simple employé ou quoi, tu peux te poser des questions. Et donc, ce qui est fait aujourd'hui, c'est que plutôt que de proposer un modèle qui fait tout le travail de l'opérateur, au contraire, on va lui dire, bah, tiens, avec ce modèle-là, tu vas pouvoir gagner du temps, quoi. Tu vas diviser ton temps de travail par deux. Et ça passe quand même. Ça s'est fait assez vite quand même, cette transition, je trouve. Il y a quelques mois, c'était vraiment... si on reprend l'exemple, par exemple, des outils qui aident les monteurs, c'était remplacer votre monteur vidéo, tu vois. Genre, les monteurs sont morts, les IA vont les remplacer. Et maintenant, tous les outils sont en mode genre, gagner du temps sur vos montages ou déléguer les tâches chiantes de votre montage, tu vois. Genre, on va vous aider à être meilleur monteur ou on va vous aider à faire du montage plus vite, tu vois. Une startup, enfin un SaaS pour les gens qui veulent faire des podcasts, justement pour gérer l'audio, pour gérer ces trucs-là. À mon avis, ça peut être. Ah, ça peut être dingue. Hein. Ouais. Il y a... Ou alors, tu vois, tu te trompes dans un mot et tu peux le corriger. Ah, mais ça existe, hein. Ouais, c'est avec, Describe, je crois. ouais, avec des scripts, Ouais. c'est dingue. Des scripts, ouais, des scripts. En fait, tu files genre 3 minutes de ta voix, et vu que tu as enregistré le podcast, bah, ils les ont déjà, les 3 minutes de ta voix. Et Ouais. du coup, tu peux juste changer genre pain au chocolat, tu veux taper croissant, et genre ta voix elle dit croissant, et t'es en mode genre, ok, ils peuvent me faire dire n'importe quoi. Ouais. Mais tu t'engages et tu signes un truc comme quoi tu ne le fais que pour toi-même ou pour des gens à qui tu as l'autorisation écrite, tu vois, genre pour ce backup de tout ça, ils te font faire ça aussi. Hein. Ouais, ou alors tu as Microsoft parce qu'ils ont un service qui te permet de cloner une voix. Et quand tu veux cloner une voix, bah, ils te demandent de dire une phrase qu'ils viennent d'inventer. D'accord. Pour être sûr que c'est toi. C'est toi qui es en train de parler. Ouais. Ok. Après, dans les méthodes de sécurité pour l'IA générative, il va en avoir, je pense, un système de messagerie sécurisé, tu vois, pour qu'un patron puisse parler à ses employés ou ce genre de choses. Parce que tu imagines, tu envoies à une entreprise, à tous les employés, tu envoies une vidéo du patron en train de leur demander de cliquer sur un lien, de s'inscrire pour un événement ou un truc. Personne va se douter que c'est du phishing, tu vois. C'est impossible. Mais genre, les cerveaux du mal ont vraiment la porte ouverte à des trucs de dingue. Je sais pas si tu avais vu passer le méchant, je vais dire, pour manque de mots, qui avait récupéré les TikTok et les vidéos sur Internet d'une fille qui avait cloné sa voix
et qui avait dit maman, ils m'ont enlevé, envoie tel argent à tel compte, etc. Ouais, tu vois. Juste à partir des TikTok. Moi, Ouais. je sais pas combien d'heures de ma voix il y a sur TikTok de disponible. Ouais. N'importe qui peut faire ça en téléchargeant En fait, il faut que tu 4 préviennes ta MP4. famille. Il faut que tu Ouais. dises à ta famille que des fois, enfin voilà. Nous, on Après, a un mot, tu sais, les trucs d'alarme à la maison, etc., qui ont des trucs de caméra et tout. Ouais. Ils te demandent un mot sécuritaire Ok. que toi, que tu c'est que sais. la famille qui connaît. Ouais. Et tu as même d'ailleurs des mots, si tu es sous joug d'un pistolet, Ouais. tu dis pas le même mot. Comme ça, le mec Ah, qui est à la c'est- caméra, il sait qu'il y a un gars dans le buisson qui est derrière toi, tu vois. D'accord, ok. Ok. Ça, c'est dingue. Mais ouais, je pense qu'il faudrait que j'entraîne ma famille à leur dire ok, alors si jamais vous recevez une vidéo où je suis en train de dire ça, etc., et que je dis pas tel mot, alors c'est pas moi, c'est une IA qui l'a généré. Bah, moi, tu sais, pour ma mère, mes grands-parents et tout, enfin ma grand-mère, j'ai fait une petite expérience. Alors nous, on vient d'un village, moi je suis né en France, mais mes parents ils viennent d'un village dans le sud de la Tunisie, Ok. à Tataouine, qui s'appelle Douiret. Et en fait, j'ai pris une photo de Douiret, je l'ai mis dans Midjourney, et je lui ai dit de me faire un aéroport en fait, à Douiret. Et ensuite, je leur ai montré, je leur ai dit, ah, il y a un aéroport à qui a été Douairet. créé à Douiret. Et ils étaient choqués, enfin, ils n'arrivaient pas à comprendre. Après, je leur ai expliqué que ça, en fait, je l'avais créé en 10 secondes en utilisant une IA pour essayer de faire en sorte que ça choque et que quand il reçoit quelque chose, il ne faut pas la partager sur WhatsApp directement avant d'être sûr que Oh, tu vas du coup fiable, terroriser quoi. ta famille, c'est génial. Bah, c'est ce qu'il faut faire, je pense, Ouais, je pense pour que l'instant, parce que... vaut mieux qu'ils aient peur une bonne fois pour toutes avec toi et qu'ils Ouais. prennent attention à ce qu'ils partagent au futur plutôt que de se faire avoir non-stop. Genre. Ouais, c'est ça, exactement. Au moins, t'es safe. Voilà. Eh bah, merci beaucoup, Ilyes, d'avoir pris le temps de venir sur le podcast. Si jamais tu veux parler d'un projet à toi ou un truc, de toute manière, on mettra tous les liens dans la description que tu veux. Et puis vas-y. Ouais, bah oui, en plus des projets là que je mène, on a lancé une formation avec 3 autres associés Ok. qui s'appelle Passeport IA. Et justement, notre objectif, c'est de faire en sorte que l'IA générative soit accessible au plus de monde possible pour qu'ils puissent comprendre les enjeux et comprendre en fait l'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative. Parce que un des dangers aussi qu'on va avoir à court ou moyen terme, ça va être la création un peu d'une société à 2 vitesses entre d'un côté les gens de l'élite en fait, entre guillemets, qui aura appris à utiliser ces outils-là et qui pourra être 100 fois plus productive. Et d'un autre côté, bah, les laissés pour compte qui, par peur ou par manque d'information, se sont pas intéressés à ces outils-là et à l'IA générative et qui ne sauront pas forcément l'utiliser. Et donc, pour éviter de créer cette société à 2 vitesses, on a apporté notre pierre à l'édifice via cette formation. Donc, ça va permettre d'avoir pour tous les Français un socle de base commun sur l'intelligence artificielle générative. Ok, trop bien. Et ça sort quand Ou c'est déjà sorti? Ok. C'est déjà sorti et c'est accessible aussi bien en termes de prix qu'en termes d'ambiance, parce qu'on a fait ça un peu dans l'ambiance Marvel, un peu Ok. super-héros. Voilà. Ça marche. Bah, j'irai checker et puis tu me donnes le lien. Je le mettrai dans la bio pour ceux qui sont intéressés s'ils veulent aller voir. Super. Avec plaisir, Ilyes. Merci beaucoup Merci. d'être venu. À bientôt. À plus.